Vendredi 21 juillet 1944. Cher Kitty, il y a de plus en plus de raisons d'espérer. Ça va. Oui, vraiment, ça va très bien. Des nouvelles incroyables. Tentative de meurtre contre Hitler, non pas par des juifs communistes ou par des capitalistes anglais, mais par un général de noblesse germanique, un comte, et jeune par-dessus le marché. La providence divine a sauvé la vie du Führer qui ne s'en est tiré, et c'est dommage, qu'avec quelques égratignures et brûlures. Plusieurs officiers et généraux de son proche entourage sont morts ou blessés. Le criminel principal a été fusillé. Une bonne preuve, n'est-ce pas, que beaucoup d'officiers et de généraux en ont marre de la guerre et verraient avec joie et volupté Hitler descendre dans les gouffres les plus profonds. Mais nous n'en sommes pas encore là. Gardons-nous surtout d'anticiper. Pourtant, ce que j'avance, n'est-il pas une réalité tangible ? Une réalité bien plantée sur ses deux pieds ? Par exception, je ne suis pas en train de radoter à propos d'idéalismes impossibles. Hitler eut encore l'amabilité de parler à son peuple fidèle et dévoué, lui disant qu'à partir d'aujourd'hui, tous les militaires auront à obéir à la Gestapo. En outre, chaque soldat, sachant l'un de ses supérieurs impliqué dans cet attentat dégradant et lâche, a le droit de lui envoyer une balle dans la peau sans autre forme de procès. Ça va être du joli. Fritz a mal aux pieds après une marche trop longue et son patron, l'officier, le réprimande. Fritz prend son fusil et crie « C'est toi qui as voulu assassiner le Führer ? Salaud, voilà ta récompense. Pan !» Et l'orgueilleux chef, qui eut l'audace de gronder le petit Fritz, a disparu à jamais dans la vie éternelle, ou dans la mort éternelle. Comment veux-tu que ça finisse autrement ? De frousse, messieurs les officiers vont faire dans leurs culottes chaque fois qu'ils rencontreront un soldat ou prendront le commandement, leur soi-disant inférieur ayant l'audace de crier plus fort qu'eux. Tu piges ou est-ce que je saute du coq à l'âne ? Je n'y peux rien. Je me sens trop gaie pour être logique, trop gaie en sentant l'espoir de pouvoir m'asseoir de nouveau sur les bancs de l'école en octobre. Oh là là, n'ai-je pas dit à l'instant qu'il ne faut jamais anticiper ? Pardon, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle un fatras de contradictions. À toi, Anne. Mardi 1er août 1944. Chère Kitty, un fatras de contradictions sont les derniers mots de ma lettre précédente et les premiers de celle-ci. Fatras de contradictions. Peux-tu m'expliquer ce que c'est au juste ? Que signifie contradiction ? Comme tant d'autres mots, il a deux sens, contradiction extérieure et contradiction intérieure. Le premier sens s'explique simplement, ne pas se plier aux opinions d'autrui, savoir mieux que l'autre, avoir le dernier mot, enfin toutes les caractéristiques désagréables pour lesquelles je suis bien connue. Mais en ce qui concerne le second, je ne suis pas connue, c'est là mon secret. Je te l'ai déjà dit, mon âme est pour ainsi dire divisée en deux. La première partie héberge mon hilarité, mes moqueries à propos de tout, ma joie de vivre et surtout ma tendance à prendre tout à la légère. J'entends par là ne pas me choquer des flirts, d'un baiser, d'une embrassade ou d'une histoire inconvenante. Cette première partie est toujours aux aguets, repoussant l'autre, qui est plus belle, plus pire et plus profonde. Le beau côté de la petite Anne, personne ne le connaît, pas vrai ? C'est pourquoi si peu de gens m'aiment vraiment. Bien sûr, je puis être un clown amusant pour un après-midi. Après quoi, tout le monde m'a assez vu pour un mois au moins. Au fond, un film d'amour représente exactement la même chose pour des gens profonds. Une simple distraction amusante pour une fois, à oublier bien vite. Pas mal. Quand il s'agit de moi, il n'est pas question de pas mal. C'est moins bien que cela. Ça m'ennuie de te le dire, mais pourquoi ne le ferais-je pas, puisque je sais que c'est la vérité. Ce côté qui prend la vie à la légère, le côté superficiel, aura toujours le pas sur le côté profond et sera par conséquent toujours vainqueur. Tu ne peux pas t'imaginer combien de fois j'ai essayé de la repousser, de la rouer de coups, de la cacher, celle qui en réalité n'est qu'une moitié de tout ce qui s'appelle Anne. Ça ne sert à rien. Et je sais pourquoi. Je tremble de peur que tous ceux qui me connaissent, tels que je me montre toujours,
ne découvre que j'ai un autre côté, le plus beau et le meilleur. J'ai peur qu'il ne se moque de moi, ne me trouve ridicule et sentimentale, ne me prenne pas au sérieux. J'ai l'habitude de ne pas être prise au sérieux, mais c'est Anne la superficielle qui est habituée et qui peut le supporter. L'autre, celle qui est grave et tendre, n'y résisterait pas. Lorsque vraiment je suis arrivée à maintenir de force devant la rampe la bonne Anne pendant un quart d'heure, elle se crispe et se contracte, comme une sainte nitouche aussitôt qu'il faut élever la voix. Et laissant la parole à Anne, numéro 1, elle a disparu avant que je m'en aperçoive. Anne, la tendre, n'a donc jamais fait une apparition en compagnie, pas une seule fois. Mais, dans la solitude, sa voix domine presque toujours. Je sais exactement comment j'aimerais être, puisque je le suis. Intérieurement, mais, hélas, je reste seule à le savoir. Et c'est peut-être, non, c'est certainement la raison pour laquelle j'appelle ma nature intérieure heureuse, alors que les autres trouvent justement heureuse ma nature extérieure. À l'intérieur de moi, Anne la pure m'indique le chemin. Extérieurement, je ne suis rien d'autre qu'une biquette détachée de sa corde, folle et pétulante. Comme je te l'ai déjà dit, je vois et je sens les choses de façon totalement différente de celle dont je les exprime en parlant. C'est pourquoi l'on m'appelle à tour de rôle coureuse, flirt, pédante, romanesque. Anne la gaie en rit, répond avec insolence, hausse les épaules avec indifférence, prétend qu'elle s'en fiche. Mais, malheur, Anne la douce réagit exactement de la façon contraire. Pour être tout à fait franche, je t'avouerai que je ne m'en fiche pas du tout, que je me donne un mal infini pour me changer, mais que je me bats toujours contre des armées plus fortes que moi. Celle que l'on n'entend pas sanglote en moi. Voilà où tu en es, mauvaise opinion, visage moqueur ou consterné, antipathie, et tout ça parce que tu n'écoutes pas les bons conseils de ton propre bon côté. Ah, j'aimerais bien l'écouter, mais ça ne sert à rien. Lorsque je suis grave et calme, je donne l'impression à tout le monde de jouer une autre comédie, et vite j'ai recours à une petite blague pour m'en sortir. Je ne parle même pas de ma propre famille qui, persuadée alors que je suis malade, me fait avaler des cachets contre les maux de tête et les nerfs, me regarde la gorge, me tâte le front pour voir si j'ai de la fièvre, me demande si je ne suis pas constipée et finit par critiquer ma mauvaise humeur. Je ne peux plus le supporter. Quand on s'occupe trop de moi, je deviens d'abord hargneuse, puis triste, retournant mon cœur une fois de plus de façon à montrer le côté mauvais et à cacher le côté bon, et je continue à chercher le moyen de devenir celle que j'aimerais être, tant celle que je serais capable d'être, si il n'y avait pas d'autres gens dans le monde. À toi, Anne.